Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Aujourd'hui, je vais parler d'une question que je me pose souvent. Parfois même dans des moments très banals, pas seulement dans des moments philosophiques. Qui suis-je ? Il m'arrive de me la poser en marchant, en bossant, en regardant mes anciens choix, ou simplement quand je sens un décalage entre l'image que j'ai de moi et ce que je fais vraiment. Et plus je me suis penché dessus, plus j'ai compris une chose. Cette question devient vite étouffante quand on la prend comme un bloc unique. Donc ici, je ne vais pas vendre une révélation. Je ne vais pas non plus dire « voilà la vérité finale sur le moi ». Je vais faire quelque chose à mon sens plus utile, découper la question proprement, garder ce qui tient et éviter les faux dilemmes. Et tout ça parce qu'on tombe vite dans deux excès. Soit une réponse mystique totale qui explique tout d'un coup, soit un scepticisme total qui finit par dire qu'on ne peut rien savoir. Et entre les deux, je vois une voie exigeante, mais praticable. Mon point de départ est naturaliste et fallibiliste. Naturaliste, ça veut dire que je pars de ce qu'on peut étudier sérieusement. La perception, la mémoire, le corps, le cerveau, le langage et les interactions sociales. Ensuite, fallibiliste, ça veut dire que je ne cherche pas une certitude absolue, mais je cherche plutôt des positions solides, argumentées et perfectibles. En clair, je préfère une réponse robuste qu'on améliore plutôt qu'une réponse parfaite qui n'existe que sur le papier. Et je précise une chose importante pour éviter toute confusion, ici je vais combiner deux plans complémentaires. D'un côté, un plan descriptif. Quine disait en 1969 que la connaissance doit rester connectée à l'enquête empirique. Et de l'autre, sur un plan normatif, Burge disait en 2003 que la perception peut donner un droit de départ à croire, tant qu'aucune autre contre-raison sérieuse n'apparaît. Donc ce n'est pas un mélange flou, c'est un choix méthodologique assumé. Le premier truc qui m'a aidé, c'est de comprendre que « qui suis-je » mélange plusieurs questions différentes. Et quand on les sépare, on respire tout de suite beaucoup mieux. Je vais les formuler en 4 niveaux. Le premier, c'est le moi vécu, donc c'est-à-dire le fait que j'ai un point de vue incarné sur le monde, je vois depuis ici, j'entends depuis ici et je ressens depuis ici. Et avant même de raconter une histoire sur moi, il y a cette expérience immédiate qui est que le monde m'apparaît depuis une perspective située. Le deuxième niveau, c'est le moi en tant qu'agent. Là, il ne s'agit plus seulement de perception, mais d'action. Ce n'est pas juste un geste à lieu, c'est plutôt « c'est moi qui fais ce geste ». Et dans cette couche, il faut distinguer deux dimensions très importantes. Premièrement, le sentiment que ce corps est à moi, et ensuite, le sentiment que c'est moi qui initie ou contrôle l'action. Les deux vont souvent ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Cette distinction est bien documentée en sciences cognitives et en philosophie de l'esprit, comme Brown et ses collègues l'ont montré en 2018. Ensuite, le troisième niveau, c'est le moi au sens biographique. C'est l'identité dans la durée, les souvenirs, les habitudes, les valeurs, les engagements, les liens et la trajectoire. En clair, le moi qui se raconte et qui se reconnaît à travers le temps. Et enfin, le quatrième niveau, c'est le moi au sens métaphysique fort. Est-ce qu'il y a en moi un noyau simple, immuable et indépendant du corps ? Ça, c'est une hypothèse supplémentaire. Elle n'est pas automatiquement contenue dans les 3 niveaux précédents. Et finalement, ce point est central. On peut analyser sérieusement les 3 premiers niveaux sans décider d'avance la 4e question. Autrement dit, on peut avancer sans trancher immédiatement toute la métaphysique. Ensuite, il y a la grande objection qui revient tout le temps, c'est-à-dire « et si je me trompais sur tout ?» Donc dans la version pop, ce serait la simulation, comme dans Matrix par exemple. Dans la version classique, ce serait le cerveau dans la cuve. Et enfin, dans la version générale, ce serait un espèce de scepticisme radical. Et attention, ce scepticisme ne dit pas que tu ne ressens rien, il dit simplement « ok, tu ressens quelque chose, mais est-ce que ton interprétation de ce vécu est justifiée ?» Donc il y a encore une fois ici 2 étages à distinguer. Premièrement, ce que je vis, et ensuite ce que j'affirme sur le monde à partir de ce vécu. Et il est là le nœud du problème. L'argument de simulation de Bostrom est intéressant précisément parce qu'il formalise ce nœud comme un raisonnement conditionnel en 3 options. Et très schématiquement, soit des civilisations capables de telles simulations deviennent extrêmement rares, soit elles existent mais ne lancent presque jamais ce type de simulation, soit elles en lancent massivement et alors la probabilité d'être simulée augmente. Mais il faut être précis, ce n'est pas une preuve directe qu'on est simulé. Mais plutôt, encore une fois, comme Bostrom l'a formulé en 2003, c'est plutôt un raisonnement du type « si certaines hypothèses sont vraies, alors, etc. » Et là, ça repose sur des hypothèses lourdes. Les hypothèses techno, les hypothèses socio-historiques, probabilistes, et surtout des hypothèses sur la conscience.
c'est-à-dire qu'un support artificiel puisse implémenter des états mentaux comparables aux nôtres. Et si ces hypothèses changent, la force de la conclusion change aussi. Donc oui, c'est philosophiquement stimulant, mais non, ce n'est pas un game over épistémique. Et à partir de là, on a deux attitudes possibles. La première, c'est le fait de ne rien accepter tant que je n'ai pas de certitude absolue. Donc là, finalement, le problème est simple, ce standard est impraticable. Et si je l'applique strictement, je suspends presque tout. Donc la perception, la mémoire, le témoignage, l'induction et l'inférence ordinaire. Et de ce fait, la connaissance quotidienne explose. La deuxième attitude serait d'adopter une rationalité révisable. Et c'est ce qu'on fait déjà dans la vie réelle. Par défaut, je vais faire confiance à ma perception. Si des contre-indices sérieux apparaissent, je vais vérifier. Et si l'erreur est confirmée, je vais corriger. Ce n'est pas du relativisme, c'est simplement de la fiabilité corrigible. En épistémologie, cette idée existe sous une forme plus technique. La perception peut fournir une justification de départ, puis cette justification tombe si de bonnes contre-raisons apparaissent. Donc la rationalité ne demande pas l'invincibilité, elle demande de bonnes raisons, plus la capacité à réviser. Revenons un instant sur le moi. Même si je ne peux pas réfuter à 100% tous les scénarios sceptiques, je peux quand même comprendre une grande partie du moi de manière rigoureuse. Pourquoi ? Parce que le moi fonctionne comme une organisation contrainte. Je souligne ici contrainte parce que c'est crucial. Quand on dit construit, certains entendent arbitraire. Ici ce n'est pas le cas. Le moi ici est construit, oui, mais sous certaines contraintes. Ça peut être sensoriel, moteur, mnésique, langagière, social, etc. Il existe un exemple simple et célèbre qui est l'illusion de la main en caoutchouc. Dans certaines conditions de synchronisation entre le visuel et le tactile, une partie des sujets ressent qu'une fausse main leur appartient. Ce résultat ne dit pas que tout est faux, mais il montre que le sentiment d'appartenance corporelle est un processus d'intégration multisensorielle. C'est en tout cas comme ça que Brown et ses collègues l'ont rappelé en 2018. Mais attention, cet exemple porte surtout sur l'appropriation corporelle immédiate. Il ne suffit pas à lui seul à expliquer toute l'identité personnelle dans la durée. Des approches bayésiennes vont dans le même sens, le cerveau combine des indices et infère ce qui relève du corps propre. Et c'est la même logique pour l'identité dans la durée. Le moi autobiographique dépend de la mémoire, du récit, du langage et des interactions sociales. On ne découvre pas une naissance pure hors du temps, on stabilise plutôt une cohérence dynamique dans le temps. Donc même avec l'hypothèse de simulation en arrière-plan, une large part de ce qu'on appelle jeu reste intelligible. Si les fonctions de perception, d'action, de mémoire et de relation sont préservées, les structures du moi restent analytiquement accessibles. Je vais nuancer encore une fois, préserver les fonctions peut soutenir une continuité psychologique, sans forcément trancher la question de l'identité numérique stricte, c'est-à-dire la question « est-ce exactement le même individu au sens fort ?» Encore une fois, ça ne résout pas toute la métaphysique, mais ça évite la paralysie intellectuelle. Je vais faire un petit point perso. Pendant longtemps, quand je me posais la question du « qui suis-je ?», je pensais qu'il fallait trouver la réponse unique, définitive et intouchable. Et en pratique, ça m'enfermait. Et aujourd'hui, notamment à travers de mes lectures, je vois les choses autrement. Je traite cette question comme un travail continu avec différents niveaux. Donc ce que je vis, ce que je fais, ce que je deviens dans la durée, et éventuellement ce que j'ajoute comme hypothèse métaphysique. Cette méthode ne donne pas une phrase magique à afficher, mais elle donne quelque chose de plus utile, de la clarté, de la cohérence et une marge de progression réelle. Et surtout, ça m'évite deux illusions opposées. La première serait de dire que j'ai tout compris une fois pour toutes, et la seconde de dire que rien n'est connaissable et donc tout se vaut. Et pour moi, aucune des deux ne tient. Pour être encore plus concret, si tu prends cette approche au sérieux, ça change ta manière de vivre et la question du moi. Tu peux te poser des questions comme « est-ce que je confonds ce que je ressens avec ce que je conclus ?» Ou alors « est-ce que j'appelle essence ce qui est en fait une habitude stabilisée ?» Tu peux aussi te demander « est-ce que mon récit de moi-même colle à mes actions réelles ?» Ou encore par exemple « est-ce que je corrige mes croyances quand j'ai des contre-exemples ?» Pour moi, ces questions sont plus modestes que « quelle est mon essence ultime ?» Mais l'énorme avantage que j'y vois, c'est que ça transforme réellement la manière de se connaître et d'agir. Parce que se connaître, ce n'est pas contempler une vérité immobile, mais plutôt d'ajuster en permanence la perception, l'action, la mémoire, le récit et l'engagement. Donc pour résumer, qui suis-je n'est pas une question unique, c'est plutôt un ensemble de problèmes distincts. On n'a pas besoin de certitude absolue pour être rationnel, un cadre fallibiliste suffit pour connaître et agir. Le moi est largement compréhensible comme une organisation incarnée, agentive, biographique et sociale.
Et l'idée d'un noyau immuable est une hypothèse métaphysique possible, mais elle n'a pas à être présupposée pour que l'analyse avance. Et enfin, je vais terminer sur le point qui est le plus important pour moi. Oui, ces questions ont du poids. Oui, elles peuvent donner le vertige, mais il faut garder les pieds sur terre. On a des proches, du travail, des contraintes matérielles, des choix à assumer, une santé à préserver, des liens à entretenir et des responsabilités concrètes. La philosophie doit nous aider à mieux habiter cette réalité et pas à nous en extraire. Donc, continuer à réfléchir, oui. Continuer à douter intelligemment, oui, aussi. Mais sans oublier que le but n'est pas de flotter dans l'abstraction. Le but, c'est de vivre plus lucidement. Comprendre le moi, ce n'est pas fuir la vie, c'est revenir à la vie avec plus de clarté, plus de cohérence et moins d'illusions. Merci d'avoir suivi, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Last Mind.